Est-ce que la pause était bien? C'est bon, vous avez eu le temps de vous ressourcer tranquillement? On attend 2 secondes le temps que tout le monde arrive, hein. Je vois que ça commence à continuer à rentrer dans la salle. Le prochain talk que vous allez voir, c'est un gars que j'ai rencontré pendant une conférence. On a passé 2 jours ensemble. On a parlé de son métier pendant 2 jours. Il est incroyable. Voilà. Pour pas le saucer non plus, hein. Mais il est incroyable, je pense que vous allez vous régaler. C'est la première fois qu'il fait une conf, donc soyez sympa, déjà pour commencer. Et c'est rare de voir des gens parler de ce genre de sujet. Je vais peut-être pas dire unique, mais je pense que pas loin. Donc régalez-vous, profitez bien, et bon courage à toi. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Baptiste pour la conférence « Vulnérabilité des antibots » ou « Pourquoi tu n'as pas eu ta PS5 à la sortie ». Bien le bonjour. Ah, allô. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, nickel? Il n'y a pas de... ok, nickel. Donc, bien le bonjour. Comme vous avez entendu la madame dire, je vais vous parler des vulnérabilités des antibots. Ou pourquoi tu n'as pas... Ah, merci, c'est plaisir. Ou pourquoi tu n'as pas eu ta PS5. Il est possible que certaines personnes ici ont essayé à l'époque d'avoir une PS5 à la sortie, c'était totalement impossible. Et on va voir pourquoi durant cette présentation. Ah. Oh non. Bon bah, ouais. Yes, I. Donc, qui je suis? Je m'appelle Baptiste. J'ai fait donc mon travail, on va dire, c'est de développer ces bots-là. Principalement, ce que je fais, c'est donc du reverse d'antibot. J'essaye de donc contourner les protections que les sites font pour nous empêcher de faire ce que je vais vous montrer juste après. Et je suis environ dans cette sphère depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc, je commence à avoir fait le tour. Nous parlerons en premier lieu, nous parlons uniquement de bots de scalping. Le scalping, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'acheter des items pour les revendre plus cher ensuite. On parlera pas de bots Twitter, de tout ce genre de choses. On ne parlera pas non plus des tirages au sort, parce que c'est un autre domaine encore très très large. On va uniquement parler donc de premier arrivé, premier servi, ça s'appelle. C'est aller le plus vite possible sur le site et acheter le plus possible. Des petits mots que je vais certainement utiliser, et pour être sûr que vous les avez, c'est donc checkout, qui est donc l'action d'acheter l'item sur le site, donc du début jusqu'à la fin. Out of stock, OOS, c'est pour dire juste qu'il n'y a plus ces objets-là sur le site. Et ATC, qui est add to cart, donc ajouter au panier. Un petit disclaimer aussi, tout ce que je vais dire ici n'est jamais arrivé, ça n'existe pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Un petit peu d'histoire avant tout. Juste petite question, est-ce que quelqu'un a entendu parler de bots de scalping en général? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous avez aussi entendu parler de ça d'une autre manière que TF1 qui dit ces jeunes achètent des chaussures à des fins pour faire de l'argent? Quelqu'un a déjà entendu parler autrement? Ok, quand même, ok, nickel. Je vais quand même faire un petit peu d'histoire rapidement pour expliquer et comment ça marche, pour pas perdre des gens. Donc premièrement, ça a commencé donc en 2016 environ, les premiers bots réels pour ces chaussures-là, les Adidas NMD. Maintenant vous les avez sûrement déjà vues en magasin à moitié prix. Les périodes changent, mais à l'époque c'était vraiment vraiment quelque chose de très très gros, donc les gens en voulaient à tout prix pour je ne sais quelle raison. Ensuite, il y a eu donc vers 2017-2021, c'était plus général, donc des vêtements et des chaussures. C'était vraiment le cœur de cible à l'époque. Et ensuite, il y a eu donc Pokémon, NFT et crypto, qui a été aussi une grande période. J'ai pas mis sur la timeline les cartes graphiques et les PS5, parce que c'est un instant plus court, mais ça a été quand même présent, il y a eu énormément de choses. J'ai déjà vu des gens botter des bouteilles de whisky, enfin voilà, tout... il y a vraiment pas mal de choses possibles. Des petits articles rapidement, juste pour montrer que c'est quelque chose quand même qui est maintenant reconnu et qui est su par beaucoup de personnes. On peut voir la CNBC qui a parlé donc des sneakers, VGC qui a parlé donc de Pokémon, et ABC News qui a parlé des tickets de concert, qui est la chose récemment qui est le grand cœur de cible. Mais qu'est-ce que c'est un bot? C'est une question qu'on peut se poser qui est totalement logique.
Le bot, son but, c'est d'être exactement comme un humain normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur le site, il va ajouter au panier l'objet qu'il va acheter, il va rajouter les informations, donc la livraison, etc., et payer, tout simplement, vraiment exactement comme un humain normal. Voilà un exemple de bot, voilà, qui est extrêmement connu, qui s'appelle Cyber. C'est quand même avec un petit UI, quelque chose d'assez sympa. À l'époque, on était un peu plus sur des trucs un peu plus ghetto. On peut voir à gauche un vieil onglet Windows, et à droite, c'était purement presque en visuel des scripts, en fait. C'était au même niveau visuel. Et celui du milieu qui est beaucoup plus récent, qui commence à être le cas maintenant, des UI assez sympas pour que les utilisateurs puissent facilement utiliser l'outil. Mais pourquoi un bot est si utile? Là, on va prendre un cas comme Maurice, qui est à 18h, il a vraiment envie d'acheter sa chaussure, pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur le site à 18h et essayer d'acheter sa paire de chaussures. Donc là, on va voir, mais lui, le robot à côté, il en achète plein. Oh là là, comment il se régale, le robot. Et là, il n'y en a plus en stock. Le temps que Maurice, il met ses coordonnées, qu'il ajoute au panier, qu'il fasse des choses comme ça, malheureusement, c'est trop tard. Dommage pour lui. La grande raison pour laquelle c'est arrivé, c'est qu'un humain, déjà, peut faire une seule tentative. Il a un navigateur la plupart du temps. Il doit charger chaque image, chaque JS, chaque CSS, qui fait que ça ralentit énormément l'action sur le site, surtout quand le site a une grosse load. Il est lent comme un humain, c'est-à-dire qu'il doit taper ses coordonnées, il doit taper, voilà. Des fois, en plus, il peut se tromper sur un chiffre, ça arrive. Et il a souvent une qualité variable du réseau, il peut être sous Wi-Fi, il peut être sur un site qui a des grosses difficultés sur le moment, etc. Alors qu'un bot, il peut faire des centaines, voire des milliers de tentatives à la fois, vu qu'il est threadé. Il ne load aucun contenu, tout ce qu'il fait, c'est une requête sur un petit HTML, et il récupère l'information qu'il veut. Et la plupart du temps, les recherches sont automatiques, ça veut dire qu'on met juste un keyword et automatiquement, il va réussir à trouver sur le site. Et il passe souvent directement par l'API, ça veut dire qu'il ne va pas aller sur le site, il va trouver des moyens possiblement de passer directement par l'API. Mais le souci aussi, c'est qu'il y a d'autres bots. Il n'y a pas uniquement des humains, il y a aussi des bots. L'exemple, il y a plusieurs points qui sont utilisés par les bots maintenant pour être plus rapide et avoir un petit avantage robot contre robot. Exemple, un site est aux US, je vais ouvrir un EC2 aux États-Unis et je ne vais pas essayer de botter depuis une IP européenne parce que ça prend beaucoup plus de temps automatiquement. Avoir aussi une bonne base de code pour le multithreading, si possible, éviter les langages comme le Node.js, le Python, les choses comme ça, même si c'est beaucoup plus facile à créer, ça fait que ça a quand même des grosses latences dues au langage. Et il va essayer d'utiliser des routes d'API beaucoup plus rapides, c'est-à-dire avec le moins de body possible pour avoir une réponse encore plus rapide que l'autre. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un bot, des entreprises ont été créées pour éviter que ces bots existent automatiquement. Mais il y a 3 types d'antibots qui existent actuellement. Il y a les challenges, les fingerprints et les files d'attente. Les challenges, vous les avez déjà vus, les CAPTCHA. Vous avez déjà galéré sur un feu rouge, sur un passage piéton. Voilà, tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il y a aussi Datadome, la petite pièce de puzzle, peut-être que des gens l'ont déjà vu avant. Et il y a aussi des choses un peu plus différentes quand même. Par exemple, là, c'est juste cliquer sur un bouton et lâcher au bon timing quand il le demande. Voilà, mais ça demande des réactions humaines. Pour éviter ce genre de protection, il y a des sociétés qui existent actuellement sur Internet, facilement trouvables en cherchant passer CAPTCHA, comme ToCAPTCHA et CapMonster, qui utilisent des IA très très complexes pour passer les CAPTCHA, des grandes IA. Ces IA sont souvent c'est souvent des call centers dans des pays en voie de développement, comme en Inde par exemple. On peut d'ailleurs, si vous voulez, si vous avez envie de faire un peu d'argent, vous pouvez aller sur ToCAPTCHA et solve des CAPTCHA pour eux, ça vous donne des petits centimes, voilà. mais principalement, c'est le moyen utilisé pour passer ce genre de CAPTCHA. L'utilisation. C'est intéressant pour ralentir les bots, parce qu'il faut quand même le faire, le CAPTCHA. Il n'est pas possible de juste sauter au-dessus. Mais ça ne bloque plus personne en 2024. Ça les ralentit, certes, donc ça peut être utile sur certains points. Et il fait perdre de l'argent au botteur, vu que le botteur doit payer les gens pour générer ces CAPTCHA.
Mais ça en fait perdre encore plus aux sociétés, car un CAPTCHA à solve, c'est beaucoup moins cher en fait que ce qu'une entreprise paye quand un CAPTCHA est solve. Donc voilà, si vous voulez, si vous voulez déranger une entreprise, voilà. Ça entraîne aussi le modèle d'IA de Google. Ça veut dire qu'à chaque feu rouge que vous mettez ou passage piéton, leurs voitures, quand ils vont les sortir, elles marcheront mieux grâce à vous. Merci. Ça énerve énormément les utilisateurs. Je pense que tout le monde a déjà été énervé parce qu'il n'a pas réussi au bout de la 10e fois. Ce qui est déjà arrivé à tout le monde. Ça peut être utile à l'ajouter sur le login et sur l'ajout au panier potentiellement, parce que ça ralentit les gens, donc ça reste que on peut pas non plus taper à des vitesses folles, mais ça reste en général quand même vieux, vu que c'est le premier système d'antibot qui ait jamais existé, et quand même plutôt imparfait. Le deuxième antibot qui a été créé pour éviter ce problème-là, c'est les antibots à fingerprint. Donc je donne 3 exemples ici, comme Datadog Interstitial, qui est très récent, Akamai, et Cloudflare. Vous avez sûrement déjà vu la page Cloudflare en gris avec écrit attendez 5 secondes. Ce sont les 3 principaux actuellement utilisés sur le marché. Ce qu'ils font, en fait, basiquement, c'est qu'ils prennent toutes les informations de votre navigateur. Ça veut dire la taille, l'user agent, les extensions possibles que vous avez sur votre Chrome, les polices d'écriture, le timestamp actuel, le système d'exploitation, plein de choses comme ça. Tout ce qui est possiblement récupérable par un navigateur, il va l'utiliser. Et potentiellement aussi, si l'antibot est très compétent, il va récupérer le mouvement de souris, les boutons qui ont été over et cliqués, la vitesse de déplacement et les routes utilisées précédemment, pour voir si c'est bizarre quand même qu'il aille très très vite. Si à un moment il se téléporte sur le bouton cliqué, c'est quand même bizarre. Il y a des techniques de bypass. Malheureusement, la première, c'est de reverse. Donc, on a des JS obfusqués de 2000 lignes à devoir regarder, horrible. Bon, malheureusement, il faut le faire, quelqu'un doit le faire. Excusez-moi. Et la deuxième, c'est de payer. Il y a des personnes qui font la partie précédente, donc de reverse tout ça, et les vendent après, vendent leur service en tant qu'API, pardon. On peut voir environ que pour 50 000 requêtes, c'est 100 $ par mois. Ça reste pas très cher. Si vous êtes un utilisateur seul, la plupart du temps, 50 000 requêtes suffira amplement. Mais pour les gros botteurs, etc., ça peut vite être un prix. C'est beaucoup plus complexe à passer qu'un CAPTCHA. C'est soit tu passes pas. Il n'y a pas de ça peut prendre du temps, 10, 20, 30 secondes. Non, soit c'est non, soit c'est oui, basiquement, le payload est accepté ou pas. Ça coûte rien si vous avez créé vous-même l'API, ça coûte vraiment 0, ou ça coûte très peu si c'est bien fait par certaines API. Ça entraîne des modèles de détection d'Akamai, parce qu'Akamai utilise ce mouvement de souris et banne énormément quand ils se rendent compte qu'un algo est utilisé pour déplacer la souris. Mais ça dérange absolument pas les utilisateurs. D'habitude, c'est maximum 5 secondes attente devant un site, et après, on accède directement au site. Ce qui n'est pas très dérangeant, voire même Akamai qui n'est même pas visuel. C'est-à-dire que c'est directement fait caché, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça commence à devenir vraiment un outil utilisé de plus en plus par les sociétés, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, au moins là, il y a un vrai blocage. Malgré que ça ne bloque pas 100%, ça reste une énorme amélioration comparé à ce qu'il y avait avant. Et c'est utilisable partout, sur chaque endpoint intéressant. Ça peut être toujours utile. C'est une bonne première protection. La dernière, la plus dérangeante pour les humains comme pour les bots, la file d'attente. Vous avez peut-être déjà vu cette page, faite par Qt. Des autres entreprises sont présentes, WizEvent peut-être, vous avez déjà vu, il y a eu ça, je crois, pour le GP Explorer, des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui le font juste pour eux, par exemple, je crois qu'il y avait Burning Man et Tomorrowland, par exemple, qui utilisent leur propre système. La technique de bypass la plus importante, c'est il y a énormément de files d'attente en fait, qui commencent à un certain endroit, mais ne lancent pas vraiment un système de file d'attente. Ça veut dire qu'ils vont attendre, par exemple, je sais pas moi, la sortie va être à 18h, à 17h50, ils vont lancer la file d'attente. C'est-à-dire que si on se met avant 17h50 dans la file d'attente, ils vont à 17h50 pile placer aléatoirement les gens qui attendaient avant dans la file d'attente. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre 1000 faux utilisateurs, espérer qu'on tombe dans les top 100, top 50, et passer avec un thread au moins sur le site.
La deuxième option qui est en association avec la première option, c'est le banquet. Donc il y en a un, il arrive à passer. Et ce qu'on fait, c'est le système le plus commun, c'est un cookie pour dire vous êtes accepté sur le site, c'est bon, vous pouvez aller, vous pouvez vous passer directement. Et en fait, on peut le partager à ses collègues. Ils ont juste à le mettre sur leur navigateur et c'est bon, en fait, vous passez, il n'y a pas de file d'attente, vous allez sur le site directement, tout est bon. L'utilisation principale, c'est pour éviter toutes sortes de DDoS, vu que ça va réduire le nombre d'utilisateurs énormément, parce qu'on peut choisir le nombre d'utilisateurs maximal sur le site, donc le nombre de cookies encore valides, parce qu'un cookie dure environ 30 minutes, sur Qt par exemple. Le workload est déplacé sur le serveur du prestataire. Si c'est WizEvent, c'est Qt, c'est eux qui gèrent, et vous, il n'y a aucun problème sur votre site. Votre site ne se fait pas taper en même temps. Ça peut être très utile donc, pour segmenter le trafic, pour éviter qu'il y ait énormément de gens qui tapent au même endroit au même moment. Mais horrible pour les utilisateurs, parce qu'au moins un CAPTCHA, on peut se dire « bon, j'ai raté, c'est moi, j'ai mal cliqué sur le passage piéton ». Là, on regarde juste une barre tourner pendant 30 minutes, 1 heure, ça peut être des temps assez fous. Ça devient malheureusement, pour tout le monde, un incontournable, surtout sur les spectacles, sur les tickets, sur les concerts, les choses comme ça, dû à la diminution logique de DDoS, ce qui fait que les gens maintenant commencent petit à petit à voir ça. Donc malheureusement, voilà. Maintenant qu'on sait que les antibots existent, pourquoi alors on n'arrive quand même pas à avoir sa PS5 en fait? Pourquoi à l'époque, à la sortie, ça se revendait à des sommes astronomiques alors qu'il n'y a pas de jeu dessus? C'est principalement pour quelques points que je vais expliquer juste avant. D'abord, je vais dire qu'on a besoin ce qu'on va chercher en tant que botteur, c'est de réduire au maximum le nombre d'actions à faire sur le site, donc le nombre de requêtes à attendre. Ne pas avoir d'antibot face à nous, donc si c'est possible de carrément le passer outre, on va essayer, c'est notre but principal, et avoir le temps de réponse le plus court possible, comme j'ai expliqué auparavant, choisir les routes ou se mettre un serveur EC2 dans un autre pays. Voici le checkout classique, c'est la connexion monitoring pour attendre que l'item sorte, l'ajouter au panier, ajouter les informations et le paiement. Ça, c'est vraiment malheureusement, on est obligé tous les bots sont obligés de le faire, il n'y a pas d'autre moyen. Mais il y en a quand même quelques-uns. À la connexion, par exemple, un exemple banal que beaucoup d'entreprises oublient, c'est qu'il y a des apps mobiles, et les apps mobiles sont reversables. Les apps mobiles sont reversables, c'est possible de les mitem. Et là, comme exemple, on voit un site qui dispose d'un CAPTCHA, SCFYE, quelque chose comme ça, sur le site web, mais sur l'application iOS, c'est bizarre, on voit rien du tout. On peut se dire peut-être qu'il est caché, il va arriver après. Absolument pas, il n'y a aucun, donc voici le burp, j'ai dû flouter quelques parties. Mais si on regarde la partie autorisation, en fait, c'est simplement l'email mot de passe mis en base 64 et envoyé dans le header en tant que get. Et après, on reçoit le token, ça veut dire qu'il n'y a aucune protection, rien du tout. Si vous voulez vous connecter, c'est open bar. Le monitoring de l'item, là, il y a encore une fois d'autres soucis possibles et d'autres oublis de la part de certaines entreprises. Comme exemple, on va prendre donc les liens prévisibles. Comme exemple, on va prendre Colmar. Voilà, peut-être que Colmar a un site de vente de billets en ligne pour vendre ses tickets pour le foot. On peut voir ici que c'est marqué billets à l'unité rouge et vert Colmar versus Angers CDF 2023 et 4 chiffres aléatoires à la fin. On peut voir ensuite Créteil, c'est pareil, c'est juste marqué Créteil à la place. Toulon, c'est pareil. Là, par contre, c'est pas pour la Coupe de France, donc on enlève le Coupe de France. Auxerre, pareil, rien du tout. Et là, on se demande, qui est-ce qui peut arriver? Eh bien non, en fait, c'est grand public, c'est pas rouge et vert, mais ça veut juste dire qu'il y a un type différent. Ça reste exactement la même logique d'URL, c'est billet à l'unité, le type d'URL, Colmar versus un adversaire quelconque, la coupe, l'année et 4 chiffres, aléatoires. L'année 2023, parce que c'est 2023-2024, les années pour le foot, mais le gros souci est ces 4 derniers chiffres. Ces 4 derniers chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut juste les brute force, en fait, parce que ce qu'ils ont eu la merveilleuse idée, c'est de mettre un 403 quand les 4 chiffres sont justes, en fait. On n'a pas accès à la page, mais on sait que ça va être la page qui va arriver, vu qu'il y a un 403. Ça met juste une erreur, vous n'avez pas le droit encore. Et si c'est pas si c'est le mauvais URL, ça va juste donner un 404.
Donc automatiquement là on a déjà l'URL et on a déjà une longueur d'avance comparée aux utilisateurs classiques. L'ajout au panier, là il y a beaucoup potentiellement d'erreurs qui sont faisables. La première, c'est doubler des routes ou avoir des routes communes avec d'autres sites. Salesforce, qui est un site d'e-commerce, enfin un CMS d'e-commerce, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est utilisé sur ces 4 sites-là. C'est des sites de vente de magasins de chaussures, pardon. Courir, AW Labs, Snipes et SlamJam. Ces 4 sites-là utilisent tous les 4 Salesforce, et Salesforce donc gère aussi le back-end. Donc les URL sont exactement les mêmes. Ce qui fait que si par exemple AW Labs a la merveilleuse idée de se dire on va donner une route un petit peu critique, en fait elle est utilisable sur les autres sites parce que en fait il y a juste à changer le nom du site et mettre la locale, ça veut dire AW Labs c'est un site anglophone donc on met ENGB, Courir c'est un site français donc on met FRFR. Et là le gros problème c'est que c'est sur le cart edit, donc c'est pour éditer le panier et non pas ajouter au panier. Le gros problème, c'est que Salesforce, pour eux, la modification de panier, c'est pas du tout la même chose que ajouter au panier. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des items qui n'existent pas encore, enfin qui ne sont pas encore sortis sur le site, des items qui ont 0 de stock, plein de choses possibles grâce à cet endpoint. Donc, malheureusement, les autres sites ont le même problème automatiquement. Les sous-domaines, voilà, donc on voit le roi du jouet, qui a peut-être aucune comparaison avec aucun autre site qui existe. Merci d'ailleurs à mon collègue d'avoir fait ce magnifique logo. Donc on peut voir ici qu'il y a Datadome, donc la petite pièce de puzzle à bouger, parce que à l'époque de Pokémon, j'ai fait l'erreur. Le roi du jouet, en fait, il y avait ils avaient énormément de Pokémon. Mais donc ils ont mis cet antibot pour éviter que les gens tapent trop fort sur leur site, ce qui est logique. Malheureusement, en faisant un DNS dumpster, juste en regardant les sous-domaines, on peut voir un org-3w.leroidujouet.com. Bizarre, ça ressemble beaucoup quand même au site de base. Et quand on va sur ce site, hop, on est directement sur le site, rien, pas de protection, pas de rate limit, absolument rien. La database en plus est chère avec le site principal, c'est-à-dire qu'on peut juste l'utiliser comme un site classique, comme le site de base. Je ne sais pas pourquoi il a été là, je pense que c'était un site de staging à la base et qu'ils l'ont oublié. Et l'autre point qui peut être très problématique aussi, c'est d'oublier de mettre les routes dans l'antibot. Exemple, Qt, la plupart des sites ne veulent pas forcément bloquer leur site en entier avec la file d'attente Qt. Je sais pas, là je donne un exemple avec le maître du ticket. Si Luan a une file d'attente, peut-être que quelqu'un veut aller voir la copie de Johnny et il y a beaucoup moins de monde qui a envie de voir la copie de Johnny, mais il n'a pas forcément besoin d'attendre une file d'attente. Donc ce qu'ils vont faire, c'est bloquer uniquement l'URL qui est demandée. Le problème, c'est que l'URL fait des appels à l'API. L'API, elle, aucune protection. Tout allait bien, ça veut dire qu'on avait juste besoin directement de faire les requêtes à l'API, et tout était nickel. Tout était accepté, voilà. Donc là, on peut voir l'exemple d'une réponse pour récupérer les informations des tickets qui sont sur la page. Et la deuxième, pour ajouter au panier. Et là, les deux sont acceptés, alors qu'il y avait une file d'attente avant. Maintenant, bien entendu, ça a été patché, malheureusement. Mais ça reste présent sur d'autres sites. Énormément d'autres sites ont le même problème. Donc, essayez de faire attention à ce point-là. Le shipping et le billing a aussi, cette fois-ci, c'est pas réellement une vulnérabilité, c'est une petite technique utilisée par énormément des botteurs à l'époque, et même maintenant quand c'est possible, parce que beaucoup de sites maintenant bloquent le panier pendant 10 minutes, etc. Donc ça n'a plus trop d'intérêt. Mais pour les sites qui ont encore premier arrivé, premier servi jusqu'à la fin, jusqu'au paiement, ça peut être très intéressant, ça s'appelle le SOCJIG. Grand schéma. La première ligne, en fait, c'est la ligne classique, et on peut voir que l'ajout du shipping et du billing n'est plus là. Pourquoi ? Parce que, en fait, avant la sortie, par exemple, la sortie est à 18h, à 17h45, ce qu'on va faire, c'est ajouter une paire de chaussettes, c'est pour ça que ça s'appelle SOCJIG, ajouter une paire de chaussettes basique, la chose la moins chère possible sur le site, ajouter les informations de shipping et de billing, et l'enlever ou non, ça dépend des sites. Certains sites le demandent, certains s'en fichent. Donc au pire, on paye 3 € de plus, mais c'est pas grave. Et donc ça fait qu'on n'a plus besoin, pendant la sortie, c'est-à-dire qu'à 18h pile, en fait, on aura juste besoin de monitorer l'item, l'ajouter au panier et payer directement. On saute une partie entière.
ce qui raccourcit automatiquement énormément le checkout. Et la dernière, malheureusement, il n'y a pas de moyen magique. Il faut simplement une carte de crédit qui marche. Voilà, c'est tout. Ça reste que des sites ont eu des petits soucis sur ce point-là. Un exemple assez vieux, il y a environ 5 ans, une entreprise peut-être que vous connaissez qui s'appelle JD Sport avait oublié de bloquer leur route de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait directement passer sur la route de confirmation et ne pas payer. Ce qui faisait qu'à la fin de l'année, ça appelait en disant « Bonjour, vous n'avez pas payé 250 paires, vous pouvez payer ?» Parce que c'est chiant en fait. Donc c'est arrivé à beaucoup de personnes. Bon, tout est rentré dans l'ordre, ils ont payé, tout s'est bien passé. Mais ça faisait que ça sautait la partie de paiement, et donc ce qui allait beaucoup plus vite, automatiquement. Parce que souvent, les gens ont des 3DS, le 3D Secure, cliquer, valider, voilà. Donc ça aide énormément malgré tout. En conclusion, le botting est un sujet très récent, mais reste quand même mature, reste avancé, vu qu'il y a énormément de personnes dans ce domaine-là. Les outils font bien leur travail, même si j'en ai taclé quelques-uns avant. Ça reste que ça réduit le nombre de bots. Le but n'est pas, de toute façon, d'en bloquer 100%. Ce ne sera jamais possible, malheureusement. Mais ça réduit énormément le nombre de personnes qui vont essayer, parce qu'ils ne peuvent pas, malheureusement. Donc le conseil que je donnerais aux entreprises, si ils ont un intérêt, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent, enfin on va dire que le stock il se vide plus vite, tant mieux pour eux, ils sont contents, ils vendent de toute façon. Donc certains n'en ont pas grand-chose à faire, mais c'est de mettre déjà l'antibot en place uniquement pendant la période active, c'est-à-dire pendant le drop. Si ils le mettent avant, les personnes peuvent s'amuser à reverse, prendre leur temps. Ils ont des fois même des semaines, des mois pour pouvoir bien regarder qu'est-ce qui se passe sur le site pour le bloquer. Identifier les points sensibles de son infra en sens large. Bien entendu, une société a beaucoup d'autres choses à faire que de bloquer les bots. Mais ça reste quand même quelque chose, avoir une petite idée derrière la tête, juste de se dire « Ah, j'oublie pas une route », par exemple. Ça serait dommage quand même. Des personnes ont peut-être envie de leur ticket de concert aussi. Ne pas baser toute sa sécurité sur les antibots. On a vu avant que presque chaque faille précédente chaque site avait un antibot. Mais avec une petite erreur, un petit oubli, des choses comme ça, on peut passer à travers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a mon Twitter. Si vous voulez. Je mettrai les slides, si vous voulez. Je mettrai les slides sûrement sur mon Twitter. Je vais enlever quelques points, mais à peu de choses près, ce sera exactement les mêmes. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui? Vas-y, hein, vas-y. Bonjour, du coup merci pour la présentation. J'ai 2 petites questions si c'est possible. La première question, du coup parfois en fait, par exemple pour les étrangers, ils doivent prendre des rendez-vous auprès de la préfecture pour retirer leur titre de séjour. Ouais. Et en fait, le système a changé récemment, mais avant c'était le dimanche à minuit, les créneaux étaient ouverts, open bar, premier arrivé, premier servi. Et d'expérience en fait à l'époque, je me connectais à minuit, je me prenais un 503 et 2 minutes plus tard il n'y avait plus de créneaux et des mecs avaient botté et revendaient les créneaux derrière. Wow, okay. Et en fait le truc que je me suis toujours demandé, c'est si moi en tant qu'utilisateur je prends un 503, comment ça se fait que lui il arrive à accéder en fait au truc derrière et prendre les rendez-vous et se gaver? En fait ça arrive que le 503 c'est pas juste le serveur tombe entièrement et plus aucune requête ne rentre, premièrement. Des 503 ça arrive parce que malheureusement toi tu as un seul test, les autres ils vont avoir 1000 threads différents, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être 2 qui vont passer sur les 1000, mais ces 2-là vont passer et pouvoir réussir à les récupérer. Ce qui est aussi possible, c'est que ces personnes-là utilisent des routes différentes, des routes classiques, et utilisent par exemple, je sais pas moi, une API oubliée, des choses comme ça. Ce qui fait que, oui, malgré un 503, c'est possible de passer par soit un contournement, soit juste le serveur, il voulait pas ta requête, mais sur les 1500 autres, il y en a 2 qui passent, quoi, malheureusement. Par contre, je savais pas ça, et c'est vraiment fou, et par contre... Pourquoi faire ça? Enfin, c'est terrifiant. Les sous, hein. Ouais, non, mais c'est terrifiant. Et, du coup, ma deuxième question, c'est par rapport au système en fait, de CAPTCHA et tout. Ouais. Et je me souviens à un moment, et je crois que c'était à la sortie du HCAPTCHA, ouais, bien les sûr. gens ils avaient remarqué que le truc en fait, est hyper intrusif
et regarde chacun de tes mouvements de souris, etc. Et d'un point de vue externe, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on devrait juste y faire et accepter le fait qu'on se fasse espionner pour acheter des chaussures? Ou est-ce qu'on devrait peut-être pas creuser d'autres alternatives ou autres? Bien sûr. Premièrement, ça dépend de ta vision de l'intrusivité, je pense personnellement. Ça reste que, je suis d'accord que éthiquement c'est peut-être problématique, mais c'est des mouvements de souris, ça reste que c'est anonymisé, ça reste que juste ils voient un navigateur à bouger la souris. Je trouve que c'est pas si intrusif que ça, et c'est un mal pour un bien malheureusement, parce que le mouvement de souris par exemple actuellement est un des outils les plus importants pour bloquer les bots. Le mouvement de souris c'est très dur, souvent on doit avoir un algorithme pour le faire, et l'algorithme souvent se fait bloquer et a besoin de passer à autre chose. Donc c'est vrai que c'est dommage, dommage de devoir en arriver là, mais il n'y a pas trop le choix des fois. HCAPTCHA ou ReCAPTCHA V3 aussi qui fait la même chose, c'est le même truc que le CAPTCHA basique, c'est juste qu'il accepte automatiquement. Ils font tous ça maintenant petit à petit, parce que c'est le meilleur moyen de les bloquer. Je suis d'accord que c'est dommage, mais pour moi c'est un mal pour un bien, parce que ça fait quand même que ça bloque des bots en fait. Donc des gens ont beaucoup plus de chances de récupérer des objets que plutôt juste des bots en fait. Voilà. Ouais, on prend encore 2 questions. Là, j'en ai une là. Est-ce que c'est ton boulot à plein temps? Est-ce que c'est un truc que tu fais par passion? Ouais, alors c'est plus par passion à la base. C'était plus par passion. Maintenant, petit à petit, ça devient. J'ai un travail à côté, mais ça prend de plus en plus de temps vu que c'est de plus en plus dur. Donc, en quantité de temps, en fait, peut-être que ça devient mon travail principal, mais c'est plus par plaisir. Donc, c'est plus mon but. C'est plus, on va dire, comme une course en fait, de créer sa voiture et de l'envoyer sur un circuit. Plus que littéralement faire chier les gens à récupérer le plus possible, voilà, le plus d'objets possible. On va dire que c'est plus un bonus que le truc de base. Mais oui, ça commence doucement à être mon travail à plein temps presque. Combien est-ce qu'il reste de questions? Juste à main levée. On a une ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions? Bon, c'est bon. Okay. Mohamed Kel, écoute, vas-y. Bonjour. J'aimerais juste savoir par rapport à ton boulot, financièrement, ça se passe comment? Donc, dans le sens où, comment est-ce que ça peut se gérer du fait de réussir à faire une dizaine, centaine, milliers d'achats en une fraction de seconde financièrement? En fait, pour moi, c'est pas un milieu qui est accessible pour tout le monde finalement. En fait, si. C'est du snowball. Je sais pas si c'est un terme de gros geekos. Mais on va dire qu'on commence à avoir souvent c'est 1, 2, 3. En fait, on peut botter même. On n'est pas obligé de. Moi, par exemple, je n'ai jamais botté des milliers de trucs. C'est pas possible. Il y en a sûrement des mecs à Dubaï blindés. Ils doivent sûrement faire ça. Personnellement, dans mon entourage, il n'y en a pas énormément. C'est comme tu as dit, en fait, à un moment, il faut avoir un cash flow de fou, en fait. Donc, la plupart des gens ne font pas ça, en fait. Même, ils vont récupérer 1, 2, 3 items, et les gens sont contents, la plupart du temps. Le but n'est pas juste de vider l'entièreté du site. Des gens le font, je pense. C'est obligé. Des gens ne le disent pas, mais le font, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que c'est un domaine où, malheureusement, il faut un petit début, quoi. Mais j'ai connu énormément de personnes qui ont commencé avec des 120 balles et ils ont réussi à monter petit à petit, quand, en fait, vu que ça fait boule de neige, quand tu revends, tu peux remettre cet argent dans la revente, etc. Quoi. Donc, ouais. C'est vrai que c'est dur, mais on peut monter, quoi. Ah. Ouais, moi, c'est bon, c'est nickel. Top, merci beaucoup.